Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans ce 248e épisode, on va parler de pleurer. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau vendredi. On va parler de larmes. Est-ce que vous êtes emballés ? C'est un super sujet, je vois pas de quoi vous parler. On va pas parler que de tristesse parce que vous allez voir que c'est pas juste de ça dont on va parler. On va parler de larmes aujourd'hui parce que c'est certainement l'un des sujets alors les plus tabous, je sais pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Il y a la sexualité, il y a la politique, il y a la religion, il y a quand même beaucoup de sujets tabous. Mais les larmes, le fait de pleurer, c'est quand même un sujet qui est une source de tension pour beaucoup d'entre nous. Que ce soit parce qu'on est très émotif et que ça se voit et qu'on se retrouve à pleurer de manière spontanée dans plein de situations, où là, on le vit pas forcément très bien parce qu'il y a le regard des autres. Les gens qui nous disent « Oh là là, t'es trop sensible ». Enfin voilà, on ressent un jugement qui est des fois même frontal et exprimé. Et des fois pas, mais souvent c'est non mais pleure pas, non mais ça va, y a rien. Parfois même de proches, hein, de parents, de conjoints. Enfin, c'est des choses qu'on est plusieurs à avoir déjà vécues quand on pleure assez facilement. Donc on intériorise finalement au fil des années un truc négatif autour des pleurs, quoi, autour de bah c'est pas bien, faut pas pleurer. Faut pas pleurer en public. C'est un truc voilà qui met les gens mal à l'aise. C'est un truc qui est comment dire qui est intime en fait, qui est vu comme un étalage dans notre culture à nous. Je parle de notre culture évidemment parce que tout ça c'est quand même très culturel, mais dans notre culture à nous c'est vu comme quelque chose de trop intime, de ça devrait rester, enfin faudrait aller le cacher quoi, faudrait aller pleurer dans les toilettes, il faudrait pleurer tout seul chez soi, mais c'est parachuter les autres dans quelque chose de trop intime que de pleurer devant eux quoi. Donc quand on est très émotif, on le vit pas très bien. Et quand on l'est pas, et quand on est pareil, alors encore plus quand on est un homme, on le vit pas bien non plus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne pleure pas, moi j'ai très régulièrement des personnes que j'accompagne, et vous reconnaîtrez si vous écoutez ce podcast, mais qui me disent bah moi j'ai pas pleuré depuis des années, et en fait j'en aurais besoin. J'ai perdu mon père, j'ai pas pleuré, j'ai perdu mon job, j'ai pas pleuré, je me suis séparée, j'ai pas pleuré, j'ai eu la douleur atroce de ma vie avec un accident de je ne sais pas quoi, et pareil j'ai pas pleuré, je m'autorise pas à pleurer. Il y a un truc vraiment de s'autoriser en fait, parce que on voit le truc culturellement en fait, on voit le fait de pleurer comme quelque chose euh, de lourd pour les autres, c'est-à-dire que c'est les autres vont comment dire avoir ça à gérer, et on veut pas être un fardeau pour les autres, mais on le voit aussi comme une marque de faiblesse et de vulnérabilité. Enfin, de vulnérabilité, mais on interprète la vulnérabilité comme une faiblesse. Donc on interprète ça comme étant fragile, et c'est souvent quelque chose que notamment les hommes me rapportent, de genre, en plus ils ont une injonction encore plus grande que pour les femmes à être forts et à tenir le coup dans les moments difficiles. Alors du coup, il y a vraiment ce truc de pleurer, c'est vraiment montrer une fragilité, c'est presque anti-masculin. Alors c'est pas forcément dit ultra frontalement, en tout cas c'est moins assumé aujourd'hui
en tout cas dans les sphères dans lesquelles moi j'évolue, qui sont quand même majoritairement des sphères avec des valeurs féministes, mais il y a quand même encore ce truc qui traîne il faudrait pas, et c'est encore plus dur, surtout quand on a été éduqué comme ça en fait, en tant qu'homme, faudrait surtout pas montrer sa fragilité, se montrer vulnérable et montrer qu'on souffre en fait, montrer qu'on ressent des choses et qu'on ressent des choses qui sont désagréables et on a quelque part besoin d'aide, qu'on a besoin du soutien de l'autre, qu'en fait là tout de suite on est en détresse. Et ça c'est quelque chose qui est hyper difficile, que ça soit en tant qu'homme ou en tant que femme, pas tout à fait pour les mêmes raisons. En tant qu'homme, donc on va être taxé de fragile, alors aussi en tant que femme, mais alors en tant qu'homme c'est vraiment le premier truc qui va venir. Et en tant que femme, il y a cette injonction du coup à être un homme comme les autres, hein, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'on a aussi les injonctions faites aux hommes, alors de manière moins forte évidemment parce qu'on n'a pas grandi dedans autant et voilà, et on n'a pas été sociabilisé de la même manière, mais il y a quand même un peu derrière ce truc de il faut être fort, il faut préserver les gens autour de nous, hein, cette notion de soin qui est pas mal là chez les hommes en tant que historiquement chef de famille, etc. Et puis il y a aussi ça maintenant aussi chez les femmes, donc il faut préserver les gens autour de nous, il faut être fort, faut pas montrer, faut être un soutien, faut surtout pas montrer qu'on pourrait flancher quoi. Et puis en tant que femme, il y a aussi cette peur, comme je disais, si on est un peu émotif ou émotif du coup, il y a aussi cette peur de d'être taxé de hystérique quoi, de personnes qui exagèrent, qui en rajoutent, qui en fait 10 tonnes, qui suscitent la pitié, qui est pas autonome, et presque une posture d'enfant en fait. Euh, et voilà, et donc dans tous les cas en fait, qui qu'on soit, et quel que soit le contexte, dans notre culture à nous, pleurer, c'est stigmatisé en fait. C'est vu comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui prend de l'énergie au groupe, comme quelque chose qui est pas bien à titre individuel. Donc même nous, du coup, on se juge. Hein. Si je pleure, je me dis, à choisir hein, en fonction de comment vous avez été sociabilisé et de qu'est-ce qui résonne pour vous. Mais c'est genre, oh, mais j'en fais trop, je devrais pas être si triste, je devrais pas pleurer pour ça, je devrais être plus fort ou plus forte que ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Mais si quelqu'un me voit, je vais vraiment passer pour une fragile. Et puis même au point où on se demande si nous-mêmes on n'est pas trop fragile. Mais est-ce que je suis pas trop fragile pour ce monde? Est-ce que je vais y arriver? Parce que si je m'effondre au moindre truc, comment je vais faire? Voilà. Tout en ayant pourtant la souffrance que vous êtes beaucoup à me rapporter, qui est de pas s'autoriser à pleurer, de sentir qu'on en a besoin, et de se dire mais en fait j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à pleurer. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de comprendre à quoi ça sert les larmes en fait. Qu'est-ce que ça fait? En fait, d'après la recherche et le consensus scientifique, les larmes, c'est un processus qui est assez complexe parce que ça sert à plusieurs choses. Il y a quelque chose au niveau physiologique où en fait ça permet une régulation émotionnelle. Ça permet au corps de se réguler. En fait, ça crée une forme de présence. C'est-à-dire que quand on pleure, on peut plus rien faire d'autre en fait. Très compliqué, essayer de continuer à regarder le film que vous étiez en train de regarder, à écrire ce que vous étiez en train d'écrire, à conduire la voiture que vous étiez en train de conduire, voilà, à faire quelque chose d'autre qu'être présent dans votre émotion de l'instant. C'est très compliqué. Donc les larmes, ça a un côté très ancrant, ça met dans l'instant présent. C'est en général aussi assez fatigant physiquement. Donc on va avoir cet effet un peu de relâchement en fait. Le corps relâche en fait. Et un soulagement. Alors tout ça, c'est pas forcément comment dire directement biologique, mais c'est tout un constat qu'on fait que les larmes, le fait de pleurer, le fait d'avoir des sanglots permet de se réguler émotionnellement. C'est-à-dire permet de relâcher. Vous avez sûrement déjà ressenti ce soulagement de d'ailleurs quand vous venez me voir en me disant j'arrive pas à pleurer. Généralement c'est ça que vous recherchez. Vous dites mais en fait il me manque ce soulagement. Je sens que j'en aurais besoin. Un peu comme si j'avais besoin de faire craquer un os où je sens que si je faisais craquer ma cheville ça irait mieux. Bah il y a vraiment ce truc là de genre j'ai besoin d'enlever cette décharge en fait et de décharger quelque chose et de me soulager presque physiquement en fait. Il y a un truc vraiment physique. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la régulation émotionnelle.
en partie lié au fait que du coup ça nous met dans l'instant présent, ça nous plonge dans l'émotion. Alors ça peut être de la tristesse, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pleure, mais c'est pas la seule, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être de l'épuisement, ça peut être de la... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a plein de choses qui peuvent nous faire pleurer. De négatif, là je pars plutôt sur le négatif, enfin ce qui est désagréable, plutôt que négatif, enfin vous connaissez la chanson, à force, il n'y a aucune émotion négative, il n'y a que des émotions désagréables. Donc voilà, bon bref, il y a plein de raisons qui peuvent amener les larmes, il y a aussi des raisons agréables, mais même dans ces moments-là, il y a quand même cet enjeu de faut pas pleurer parce que c'est ridicule ou inapproprié ou perçu comme quelque chose de faible en fait, la marque de notre faiblesse, quoi. Et même parfois, en séance, vous excusez de pleurer. Il y en a parmi vous qui s'excusent de pleurer. Alors évidemment, quand je pointe ça, je ne suis pas en train de vous faire le reproche, hein. Je comprends très bien pourquoi. Mais je pense que ça montre à quel point le stigmate sur ça dans notre société est grand. Parce que si en thérapie, on ne peut pas pleurer, devant une personne dont c'est le boulot et le cadre défini d'accueillir ce qu'on a à lui dire, et elle est consentante d'être là. Enfin, je veux dire, vraiment. Et elle a même une contrepartie, si, quand bien même c'était pas juste quelque chose qu'elle avait envie de faire volontairement, elle a en plus une contrepartie financière. Donc, il y a toutes les raisons de penser que la personne, elle va l'accueillir. Et pourtant, dans ce contexte-là, même dans ce contexte-là, c'est dur de s'autoriser. C'est dur de se laisser la place, en fait. Donc, c'est dire. Et donc, pleurer, ça permet physiquement de vous réguler. Si je le lis dans une grille de lecture plus IFS, donc enfant intérieur, présence à soi, etc., pleurer, ça permet de traverser l'émotion et de voir, d'être présent en fait avec ce qui est vivant et de voir les choses qui ont besoin d'être vues. C'est souvent de là que vient le soulagement en fait. C'est le fait d'avoir vu, d'avoir laissé de la place, de dire ah ok, ça a pu sortir, ça a pu s'exprimer, ça a pu exister. Il y a un contexte dans lequel ça a été accueilli. Il y a un contexte dans lequel j'ai pu le formuler, j'ai pu l'extérioriser et j'ai pu moi-même le voir en fait et l'accueillir. Donc pleurer, ça permet ça. Alors c'est pas la seule chose qui permet ça. Évidemment, on peut traverser une émotion d'une autre manière et d'ailleurs il y a plein d'émotions qui ne créent pas de larmes physiquement parce que c'est juste une expression, dans le corps d'une émotion qu'il y a derrière. Donc toutes les émotions ne font pas de larmes. Donc voilà, il y a d'autres façons évidemment de traverser les émotions, mais les larmes, c'est une façon de rester présente à l'émotion et d'aller jusqu'au bout de l'émotion. Et d'ailleurs, des fois, on se retrouve avec ce sentiment, et souvent d'ailleurs, quand on pleure, on se retrouve avec ce sentiment de j'ai plus de larmes à faire couler, ça y est, j'ai traversé le truc. Alors, peut-être juste pour aujourd'hui, hein, si je suis dans une période de deuil, je vais sûrement repleurer dans quelques jours, demain, après-demain, mais il y a un moment où en fait, on sent qu'on a traversé la vague en fait, et qu'on a vécu l'entièreté de l'émotion qui était présente là, et que ça a été entièrement vu. Donc il y a vraiment cet enjeu aussi de voir, et en fait quand on fuit les larmes, quand on est en train de résister à cela, soit parce qu'on a peur dans un contexte social d'être envahissant, d'être vulnérable, etc. Ou soit pour soi parce qu'on se juge nous-mêmes d'être trop fragile, de devoir passer à autre chose, etc. Mais en fait, quand on fait ça, on ne s'autorise pas à voir et à vivre l'émotion. On ne s'autorise pas à être présent avec soi et à voir ce qui est en train de se jouer. Alors que ce qui est en train de se jouer a besoin d'être vu. On a besoin de voir nos émotions pour pouvoir comprendre en fait ce qui les amène, parce qu'en fait si on essaie de comprendre et d'aller de squeezer l'émotion, c'est ce que j'avais appelé dans un précédent épisode la fuite en avant en fait. On se retrouve à ne pas vivre l'émotion, à l'enfouir quelque part et à juste faire des actions pour ne pas avoir à s'y confronter. Et en fait, quand on fait ça, les actions qu'on met en place, c'est peut-être même pas les bonnes, parce qu'en fait, on n'est pas, enfin, c'est pas les bonnes pour nous faire du bien, parce qu'en fait, on n'est pas au courant de ce qui se passe et de ce qui se vit. Donc, il y a aussi une dimension de avoir peur de son propre jugement, et même avoir peur de l'émotion tout court. C'est-à-dire que parfois, on a aussi peur de vivre l'expérience de pleurer, de vivre l'expérience, puis ça, c'est vrai pour d'autres émotions, juste d'être en présence avec l'émotion. On a peur de ce qu'on va ressentir, en fait. On a juste peur de traverser cette vague. Alors qu'en réalité, cette vague,
elle est là que pour nous apporter du soulagement, elle est là que pour nous apporter de l'information utile pour nous, pour comprendre qui on est, comprendre ce qui est vivant là maintenant, ce qui est en train de se vivre, ce qui est en train de se jouer, et donc comprendre quelle position prendre pour la suite, quelle décision, etc. Et ça peut arriver uniquement si on est présent dans cette vague-là, en fait, et si on s'autorise à vivre l'émotion. Si on ne s'autorise pas, et qu'on passe à l'étape d'après, qu'on est dans l'action, et ben en fait on est dans la fuite en avant, et cette fuite, bah, avec un peu de chance, elle est dans la direction dans laquelle on voulait aller de toute manière, mais c'est possible qu'en fait l'émotion nous rattrape plus tard. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à prendre un contre-coup d'un deuil 10 ans, 20 ans plus tard, en fait. Il y a un autre aspect de l'émotion et de ce à quoi ça sert, de l'émotion, enfin des pleurs en particulier, qui est intéressant à connaître, c'est que c'est ce que nous dit la recherche, en fait, toutes les reviews des études sur les larmes montrent pas mal ça, qu'en fait, les larmes, les pleurs, c'est la façon la plus explicite de montrer aux autres nos émotions et notre besoin d'aide et notre détresse. Et en fait, c'est quelque chose de très utile dans la sociabilisation et dans le fait de créer des communautés. Et en fait, c'est très compliqué de se sentir en lien avec quelqu'un qui ne pleure pas devant nous. C'est très compliqué de créer du lien dans une société, dans une famille, dans une communauté, s'il n'y a pas l'autorisation des larmes. Parce qu'en fait, on n'a pas cet enjeu de prendre soin de l'autre et de se sentir utile et de se sentir, d'avoir l'espace de créer du soin pour l'autre. Et en fait, quand on s'autorise à pleurer, on s'autorise justement en montrant d'ailleurs qu'on n'a pas peur d'être vulnérable devant l'autre, on s'autorise à demander de l'aide et à recevoir l'accueil et l'aide de l'autre. On permet à l'autre d'être en empathie avec nous. On permet à l'autre de se relier à nous. Combien de fois dans les couples que j'ai pu accompagner en particulier, j'ai vu des couples ensemble et puis après je voyais les personnes l'une après l'autre, indépendamment. Combien de fois j'ai eu des hommes qui me disaient, alors je vais prendre l'exemple des hommes parce que c'est particulièrement vrai dans nos sociétés pour les hommes que les pleurs sont tabous, mais qui me disaient si je me montre vulnérable et que je pleure devant ma femme, en fait, je vais plus être l'homme, comment dire, l'épaule sur laquelle elle peut se reposer, elle va plus avoir confiance en moi parce qu'elle va me trouver fragile et elle va plus oser me dire, elle va plus penser que je peux être à la hauteur pour elle, en fait. Elle va me prendre comme moins que. D'ailleurs, parce que les larmes, c'est associé dans notre culture à nous à un attribut féminin, les émotions de manière générale, et comme on est dans une société sexiste, ben, on considère que tout ce qui est féminin est plus négatif et donc est pas bien et donc il faut s'en éloigner. Donc là, ça contribue à cette vision-là, ce que disent ces hommes. Mais c'est vraiment de genre, si je montre à ma femme que je suis triste et que je pleure et que du coup elle peut me consoler ou être là pour moi, en fait, je lui montre aussi qu'elle ne peut pas compter sur moi et que je suis fragile et que en fait elle peut pas se reposer sur moi. Et je trouve ça extrêmement triste parce que je me rends compte dans ces exemples-là, chez les différentes personnes que j'ai pu accompagner qui m'ont amené ce sujet-là, qu'en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les femmes en question, la plupart du temps, ce dont elles manquent cruellement, c'est de connexion émotionnelle avec leur mari ou leurs hommes. C'est de moments où elles peuvent avoir l'opportunité de se relier à eux, d'être en empathie avec eux, de partager une certaine intimité émotionnelle et de se sentir proche et de se sentir justement une équipe, un soutien mutuel, utile l'un pour l'autre. Et donc, c'est tout l'inverse en fait. Pleurer devant quelqu'un, généralement, ça suscite la compassion, l'envie de soutenir et le respect. On a envie de soutenir quelqu'un qui pleure. On n'est pas en train de se dire tiens, je vais l'enfoncer. Enfin, cet imaginaire et cette narration de quelqu'un qui pleure, on va l'enfoncer encore plus. On va faire ah, tu pleures, ah, t'es fragile, bah du coup je vais t'en foutre une. C'est pas ce qui se passe dans la pratique entre adultes en fait. Donc cette crainte-là, elle est compréhensible parce qu'elle est culturelle, mais elle est très éloignée de la réalité. Elle est très éloignée de la réalité en tout cas que moi j'ai pu rencontrer dans mon entourage d'ailleurs, même dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc j'ai envie de vous proposer dans cet épisode, et c'est l'enjeu que je vous propose aujourd'hui, c'est de reconsidérer cette peur de pleurer.
c'est cet imaginaire qu'il y a autour des larmes et de vous autoriser en fait à pleurer. Si vous êtes très émotif et que ça vient tout seul, vous autorisez à l'être. Et peut-être expliquer, dire voilà, moi je pleure facilement, j'ai beaucoup d'émotions, je ressens les choses intensément, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, j'ai pas besoin d'aide, tout va bien, laissez-moi pleurer. Ou alors, à l'inverse, vous autorisez à pleurer si pour vous c'est difficile. Et de dire oui, je pleure pas souvent parce que c'est dur pour moi. Et vous allez voir qu'il y a de bonnes chances que les personnes qui vous aiment, auprès desquelles vous sentirez libre de pleurer, en fait, elles n'auront qu'une seule envie, c'est d'accueillir ça et d'être à la hauteur du cadeau que vous leur faites, en leur laissant voir ça de vous et prendre soin de cette partie-là de vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une excellente fin de vendredi. On ne se voit pas la semaine prochaine parce que je suis en période d'examen et du coup il n'y aura pas de podcast vendredi prochain, je serai en plein examen, j'aurai terminé, je serai sur mon dernier jour, mais bon, comme ça me fait du travail en amont et que je vais pouvoir réviser, il n'y aura pas d'épisode le 3 mai, mais on se retrouve le vendredi suivant pour l'épisode suivant. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end et je vous dis à vendredi dans 2 semaines. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.